Bonjour à tous. Avec le quantique, on nous promet des capacités de calcul exponentielles. On nous promet de résoudre des problèmes de la vie réelle qui aujourd'hui sont hors de portée de l'informatique. C'est l'informatique quantique avec ses promesses, mais ces promesses qui ne sont pas si lointaines. C'est ce qu'on verra avec mon grand invité aujourd'hui, Pierre Gégère, qui est le leader de la stratégie quantique pour IBM en Europe. En deuxième partie, on parlera de diversité, mais surtout des opportunités pour les toutes jeunes startups au moment des Jeux Olympiques Paris 2024. Et puis on terminera cette édition avec notre regard sur où va le web et cette consultation publique lancée par le gouvernement Macron autour des métavers et des univers immersifs. Mais tout de suite, donc grande interview de Pierre Gégère, IBM France. J'ai la chance d'être en compagnie de Pierre Gégère, qui est le directeur technique IBM France, mais surtout le leader de la stratégie quantique en Europe. Pour IBM, vous êtes en charge de la création de partenariats stratégiques pour développer ces usages du quantique. Alors j'emploie le terme usage, mais sans doute serait-il plus juste de parler de promesses autour du quantique, Pierre Gégère. Bonjour Delphine. Promesse, oui, parce qu'en l'état actuel, il n'y a pas eu de démonstration. Ça, c'est factuel, hein, voilà. Ouais. On attend toujours ce moment, ce qu'on parlera d'avantage quantique ou de valeur ajoutée business grâce à un ordinateur quantique. Donc très clairement, ça reste une promesse aujourd'hui. Promesse, à quel point elle est lointaine ou elle tangible? est quand même de plus en plus tangible et de plus en plus proche. On aura des articles qui seront publiés dans les prochains mois qui devraient nous permettre de nous approcher, pas encore de cette promesse, mais un pas en avant. Mais on a, nous, chez IBM, si notre technologie matérielle avance, il y a un premier si. Et si nos partenaires et utilisateurs sont capables de définir leurs problèmes de manière adéquate sur notre technologie, parce que c'est un deuxième enjeu, hein, il n'y a pas que sur nos épaules que repose la promesse, on pense y arriver d'ici à fin 2024. Et alors cette fameuse promesse, là, vous évoquez cet avantage quantique. En fait, c'est l'idée que grâce à des capacités de calcul phénoménales, on va pouvoir résoudre des problèmes majeurs de la société, de la planète même. Alors qu'aujourd'hui, certains problèmes sont hors de portée de l'informatique. La promesse de cet avantage quantique, ça fait quand même plusieurs mois, moi que j'entends, que ça y est, on s'en approche. On en est proche ou pas ? Alors vous avez fait sûrement attention, IBM, on n'en a pas parlé, on n'en parle pas, on fait attention. Et ce qu'on communique, même les prochains papiers très avancés qui arriveront, on fait extrêmement attention à ne justement pas encore parler d'avantage quantique. Ouais. On évite le buzz. C'est un milieu, le milieu de l'informatique quantique, dans lequel il y a beaucoup de bruit. Et il faut faire attention à ne pas survendre. Déjà parce que ça crée une énorme déception auprès des comités de direction. Hein. Moi, c'est aussi mon métier d'expliquer ce que l'informatique quantique peut faire, mais aussi ne peut pas faire aujourd'hui. Il ne faut pas survendre. C'est pas la panacée, donc ? Ah non. Et puis ça ne remplacera pas l'informatique classique. Ça viendra en support de l'informatique classique, ça viendra en hybridation de l'informatique classique, et quelque part, ce qu'aujourd'hui nos partenaires et nos utilisateurs font, c'est comprendre dans leur code de simulation quelle partie pourrait être accélérée par un ordinateur quantique, qu'est-ce qui pourrait être traité sur un ordinateur quantique qu'ils ne font pas du tout aujourd'hui, ils ont mis de côté, parce qu'ils se disent « j'y arriverai jamais ». Donc je le mets de côté. Là, il y a quelque chose. Et puis, qu'est-ce qui leur apportera un avantage compétitif ou un avantage financier derrière pour les entreprises privées ? Alors, c'est super, parce que donc on va vraiment parler de choses très concrètes ensemble. On va s'éloigner des fantasmes autour du quantique pour voir quels sont les grands cas d'usage intéressants, là où l'informatique quantique peut faire la différence. Le marché IBM a tendance à définir 3 grands cas d'usage. Ouais. La simulation de la matière, du vivant, de ce qui nous entoure, pourquoi la table est solide, enfin voilà, ce genre de choses, ce qui se passe au niveau quantique de la matière. Le deuxième cas d'usage, c'est tout ce qui va être autour du machine learning, c'est comment l'informatique quantique va améliorer des processus apprenants, alors intelligence artificielle est peut-être un peu galvaudée, mais comment on va avoir une meilleure précision dans les modèles. Et le troisième pan, ça va être sur tout ce qui va être les routines d'optimisation. Sur ces 3 cas d'usage, on va retrouver ces 3 grandes familles. Optimisation, c'est-à-dire ? Optimisation, on va parler... voilà, l'exemple classique, c'est l'algorithme du voyageur de commerce. Vous avez
une somme d'argent pour visiter plusieurs villes en Europe et vous allez essayer, en minimisant la somme d'argent que vous dépensez, de visiter le plus de villes. C'est un problème assez simple, c'est un problème avec un champ de contraintes. Plus vous augmentez le nombre de contraintes, plus ça va devenir un problème exponentiellement complexe. Ouais. C'est le genre de problème qu'on peut espérer un jour traiter avec un ordinateur quantique. Alors juste, vous avez cité en deuxième grand cas d'usage le machine learning. Oui. Vous travaillez autour d'outils comme les ChatGPT, les IA génératives ? Alors, oui, on travaille là-dessus, on travaille sur les large language models. C'est pas le sujet du quantique IBM travaille sur les large language models, sur les IA génératives, sur des blocs de plus petits modèles, etc. etc. Mais sincèrement, je ne pense pas aujourd'hui que l'ordinateur quantique soit fait pour faire du NLP, du Natural Language Processing, ou ce genre de choses. L'ordinateur quantique, il va être fait pour, par exemple, on a un très beau papier sur la gestion de la fraude qui est sorti publiquement là-dessus, avec un certain nombre de partenaires, qui va dire, je vais améliorer mon taux de détection de la fraude dans le cadre de la fraude à la carte bancaire, ou je vais minimiser mon nombre de faux positifs. Et ça, c'est extrêmement important. Peut-être pas quand on passe de 90 à 92%, mais par contre, à l'échelle de toutes les transactions bancaires d'un groupe financier, ça commence à devenir extrêmement important. Et la détection des fraudes, ça passe par le machine learning. Je fais juste le lien. Tout à fait, oui, merci. Merci. Alors, si on parle de ces cas d'usage les plus matures, donc vous avez annoncé des partenariats là récemment, surtout dans le domaine de la santé. Oui, les deux derniers qu'on annonce. Là, ça avance plus vite ou c'est là où on trouve les partenaires qui sont les plus intéressés par les progrès qui peuvent être réalisés ? Les trois grands cadres de partenaires qu'on voit vraiment, on voit le secteur de la finance, oui. Qui est par essence, c'est-à-dire que JP Morgan Chase, la Barclays, le Crédit Mutuel en France, etc. C'est des choses qu'on a annoncées, sur lesquelles on continue de travailler très fortement avec eux. Le monde de l'industrie, Boeing, Exxon, Daimler, etc. Pour faire tourner des algorithmes de simulation, pour créer des jumeaux numériques. C'est de la simulation de matériaux, c'est potentiellement le jumeau numérique, c'est potentiellement qu'est-ce qui va se passer en termes de corrosion sur certains matériaux. La corrosion sur un avion, ça peut être quelque chose d'assez impactant, la gestion des matériaux, etc. Et puis, dernièrement, oui, une partie de la chimie, mais c'est plus de la chimie moléculaire, la découverte de molécules, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec Moderna dans le cadre de l'ARN messager, etc., etc. Ou avec la Cleveland Clinic, qui a même décidé de se doter de son propre ordinateur quantique IBM. Donc oui, alors Moderna, partenariat autour de l'utilisation de l'informatique quantique pour développer des médicaments à base d'ARN messager. Cleveland Clinic pour déployer le premier ordinateur quantique dédié à la recherche médicale. Ça veut dire que concrètement, aujourd'hui, vous fournissez les outils pour développer de nouvelles possibilités autour de la santé ? Tout à fait. Concrètement, c'est exactement ça. Alors, c'est pas nous qui fournissons le code. C'est important. C'est pas vous qui travaillez sur la recherche l'algorithmie, c'est pas nous. Le code, la recherche médicale, c'est pas nous. C'est pas notre métier. Nous, notre métier, c'est de faire bien. C'est l'accélérateur. À l'échelle. C'est ça. D'un point de vue industriel, on en fait une industrie. On fait une industrie de ça. On a installé, je sais pas, depuis le début de cette initiative quantique un peu industrielle chez IBM, on a plus de 30 systèmes installés dans le monde. Là, live, aujourd'hui, en tout, on en a installé une 60aine. Donc, on sait ce qu'on fait. Notre objectif, c'est de le passer à l'échelle. Puis, c'est après de rendre un service utile par la Cleveland Clinic, pas Moderna. Mais c'est eux les experts de leur métier. Hein. Oui, c'est pas le quantique qui crée le miracle du nouveau médicament, mais c'est ce qui permet de faire progresser la recherche. C'est un accélérateur, c'est quelque chose qui va permettre de faire du calcul, c'est quelque chose qui va permettre de résoudre des problèmes, de se poser la question. Plutôt que de faire des tests en laboratoire sur 100 000 molécules, on va faire des tests en laboratoire sur 100 molécules qui auront été mieux choisies parce qu'avant, vous aurez pu les simuler avant sur un ordinateur. Donc, il y a une efficacité économique aussi autour du quantique ? Ça fait partie de la promesse ? Oui, ça fait partie de la promesse, parce que sans efficacité économique, vous imaginez bien que des partenaires privés, comme la Cleveland Clinic ou comme Moderna, ils ont fait... ils investissent aussi dans de la R&D. C'est de la R&D pure. C'est de la R&D. Ça reste de la R&D pure. C'est de l'investissement sur long terme. Donc, c'est de l'investissement à long terme, mais il n'empêche qu'ils ont fait... J'en suis absolument persuadé, je ne faisais pas partie de ces projets-là, mais j'en suis persuadé versus les autres projets que je fais, une analyse coût versus potentielle amélioration, si ce n'est gain, parce que je ne pense pas qu'on puisse parler de gain en termes de R&D, amélioration du processus de R&D. Donc l'enjeu business,
il est présent aussi sur ces sujets très Oui. R&D du quantique. Ah oui, oui, complètement. Et si demain, alors l'exemple de Moderna ou de Cleveland Clinic, mais ou d'autres, vous divisez par 2 le temps de mise sur le marché d'un nouveau médicament ou le nombre de tests nécessaires, parce que finalement, si vous avez une capacité à vous focaliser que sur les molécules les plus à même à, bah vous allez supprimer toute une partie de tests qui en fait servaient à rien avant. Et vous gagnez du temps, vous gagnez d'efficacité opérationnelle, vous gagnez potentiellement un accès sur le marché, une part de marché supplémentaire, etc. Mais voire même, vous faites la découverte plus tôt. Hein. Et ça oriente aussi les travaux de recherche d'IBM autour du quantique, ça, ces enjeux business, les besoins concrets de l'industrie? Alors, nous, on travaille vraiment à faire la machine la plus efficace possible. Et la machine qui va pédaler le plus vite possible, avec la meilleure performance et le moins de taux d'erreur, avec les logiciels au-dessus. Et c'est la au-dessus. même, quel que soit le secteur. Et notre enjeu, c'est ça, c'est la technologie qu'on a choisie, c'est qu'on n'adapte pas le hardware, le matériel, au cas d'usage. Alors parlons de la technologie justement que vous avez choisie. Les supraconducteurs, alors c'est une technologie qu'on maîtrise bien chez IBM, qui n'est pas récente chez nous. Vous savez, la physique quantique chez IBM, c'est pas quelque chose de très récent. Ça remonte à quand? Quand est-ce qu'elle a démarré cette histoire? L'histoire avec le quantique a démarré dans les années 80, en même temps que le professeur Feynman, je le cite, théorisait l'intérêt d'avoir une machine capable de simuler la mécanique quantique. Donc un ordinateur quantique, c'est lui le premier à en parler. À ce moment-là, IBM faisait partie de l'histoire vu qu'on était présent dans tous ces congrès. Et une photo assez classique au MIT où c'est un IBMer qui prend la photo. Là, Charles Bennett, je le salue, je doute qu'il m'écoute ce matin, mais on ne sait jamais. Et ça a commencé dans les années 80, on a progressé. Les supraconducteurs et les liaisons de Josephson que nous utilisons, excusez-moi pour le terme un peu technique, mais c'est comme ça que ça s'appelle, c'est pas quelque chose de récent. Le premier ordinateur quantique mis sur le marché dans le cloud, c'est 2016. C'est-à-dire que depuis 2016, ça fait quand même maintenant presque 7 ans, on a mis un ordinateur quantique à disposition complète de tout le monde. N'importe qui peut s'inscrire. Voilà, demain, vous créez un compte. On ne vous demande pas de carte bleue, on ne vous demande rien. Vous pouvez vous inscrire avec bob.éponge@gmail.com si ça vous fait plaisir. Et vous avez accès à un ordinateur quantique IBM. Alors, ça ne sera pas la dernière génération. Ça sera une version un peu plus simple, moins de qubits. Mais par contre, c'est la même technologie. Quelles sont les dernières avancées dans ce domaine alors? Les dernières avancées, je pense qu'il faut 2 grandes couches différentes. La première, c'est le matériel. Le matériel, la puce en tant que telle, et puis tout ce qui est autour. On augmente d'abord le nombre de qubits, c'est la scalabilité. Plus il y a de qubits, plus on va être capable d'adresser des problèmes importants. La vitesse à laquelle ces qubits vont tourner, parce que c'est bien beau d'avoir un moteur très puissant, s'il ne tourne pas vite, vous n'en ferez pas grand-chose. C'est un des problèmes aujourd'hui. Oui, c'est un problème réel. Ouais. Un algorithme quantique, il y a des centaines de milliers d'instructions ou des dizaines de milliers d'instructions. Si vous faites une instruction par seconde, ça ne devient pas tellement rentable à un moment donné. Ouais. Donc c'est aussi ça. Et puis il y a la qualité de ces qubits, c'est-à-dire le nombre de taux d'erreur, parce que si à chaque fois que vous lancez une pièce, vous avez 50% de chance de vous tromper, vous n'aurez pas grand-chose comme résultat. Ça, c'est le matériel. On travaille là-dessus. On a annoncé les puces Osprey. Cette année, on devrait annoncer 2 puces. Une puce un peu moins de qubits, mais avec une très bonne qualité. Et une puce pour démontrer qu'on est capable d'aller jusqu'à plusieurs milliers de qubits. Donc voilà, 1121 qubits et des patates, normalement, dans cette fin d'année. On va continuer cette scalabilité sur le matériel. Oui. Qui est public. On essaye de dire ce qu'on va faire et de faire ce qu'on dit. Ouais. Et vous en êtes où alors par rapport aux objectifs qui étaient fixés là sur 2023 ? Les objectifs sur 2023 sont en cours et devraient être atteints et devraient, selon toute vraisemblance, être annoncés dans la fin de l'année. Voilà, selon toute vraisemblance. Je ne vais pas vous confirmer des choses que pour l'instant on n'a pas annoncées. Qu'est-ce qu'elle dit cette roadmap ? La roadmap, on en sera où en 2023 alors ? Fin 2023. Plus de 1000 qubits. Pardon ? Plus de 1000 qubits sur une technologie. Avec... Et c'est les deuxièmes pans, une fois qu'on a quitté le hardware, une capacité de faire de la mitigation d'erreurs, c'est-à-dire d'anticiper quel type d'erreur la puce va avoir. C'est le principe de l'informatique quantique, il se passe des erreurs, donc il faut mitiger ces erreurs, voire les corriger à très long terme, mais pour l'instant,
on fait de la mitigation. Et puis après, la capacité à faire ce qu'on va appeler des primitives, des actions unitaires qui vont faciliter le travail de l'intégration pour les développeurs, parce que notre objectif aussi, c'est que vous n'ayez pas besoin demain d'avoir un PhD en physique quantique pour travailler avec notre technologie. Il faut que ça soit le plus simple possible pour les développeurs, que ça soit accessible par le plus grand nombre. Il faut savoir développer, il faut savoir faire du Python, il faut comprendre mathématiquement le problème. Mais ça, c'est pour ça qu'il y a les experts de nos clients. Et puis après, quelque part, c'est mapper un problème sur une technologie. Quand vous nouez des partenariats, ça c'est votre mission principale, c'est mon vous êtes job. Vraiment leader sur ce sujet en Europe pour IBM, quelles sont les questions que vous posent vos interlocuteurs, vos futurs partenaires, vos clients en fait? La première question, vous me l'avez posée, c'est quand? Ouais. Ouais, c'est ça. Donc il y a une impatience. Oui, il y a une impatience. Il y a une impatience extrêmement forte. Et puis on le voit bien, je vous ai parlé de 30 systèmes déployés dans le monde aujourd'hui, pas qu'aux États-Unis, en Europe, en Asie, au Québec. Ça veut dire qu'il y a un réel besoin. Il y a un réel besoin. Notre technologie aujourd'hui, elle est extrêmement utilisée. C'est-à-dire que les files d'attente sur certaines de nos technologies sont importantes parce que les gens ont une vraie impatience. Ils attendent la puce à 433 qubits mis en live qui devrait arriver incessamment sous peu. Vous voyez, il y a une vraie impatience. La première question, donc, c'est quand? La deuxième question, évidemment, et je ne vous répondrai pas ce jour, c'est combien? Ouais. C'est qu'est-ce que ça me coûte, moi, d'accéder à un ordinateur quantique? Alors, il y a des prix publics, je peux vous les donner sur notre cloud. Si vous avez envie, c'est 1,60 $ la seconde de calcul. En vrai, je pense que vous avez plutôt intérêt, si vous êtes un industriel, à venir parler à IBM et à discuter avec nous. Troisième question, c'est à quoi ça sert? Vous leur répondez combien ça rapporte, c'est ça? Exactement. Ouais. C'est pour ça que je vous parlais de valeur business pour eux. Ouais. Notre job aussi, et mon job aussi, c'est de leur dire là, l'ordinateur quantique pourrait s'appliquer, mais si ça ne vous apporte pas de gain, que ce soit financier ou en termes de R&D, il ne faut pas y aller. L'ordinateur quantique peut peut-être résoudre plein de problèmes. C'est pas pour autant qu'il faut l'utiliser partout, quoi. Je fais pas de l'anti-vente aujourd'hui en venant vous voir en disant ça. C'est juste une réalité. Je peux planter un clou avec une pelleteuse. C'est pas pour autant que c'est adapté. Donc j'essaye juste aussi de les amener à un principe de réalité et puis de leur faire toucher du doigt cette notion d'intégration. Que c'est pas l'ordinateur quantique seul, c'est pas l'ordinateur classique seul. Ça sera une intégration de tout ça. Généralement, les gens nos partenaires qui ont bien avancé dans l'intelligence artificielle ou dans la simulation numérique l'ont compris parce qu'ils ont déjà des GPU, des processeurs graphiques qu'ils utilisent pour exécuter une partie de leur code. Et ben, ils auront des processeurs quantiques pour exécuter une partie de leur code. Et tout ça s'intégrera dans leur ensemble de développement et dans leur code de simulation. Et c'est vraiment ça notre vision. Notre vision, c'est pas quantique contre les autres. C'est l'intégration entre le classique, l'accélération amenée par les GPU. Donc est-ce qu'on sera sur le même modèle que l'arrivée de la micro-informatique, le personnel computer, c'est-à-dire l'informatique grand public accessible pour tous? Est-ce qu'un jour le quantique passera cette étape ou c'est pas son travail? C'est pas notre vision. C'est pas sa mission. C'est pas notre vision. Ce sera peut-être sa mission un jour si jamais on y arrive, mais c'est pas notre vision. Aujourd'hui, ce qu'on voit et ce qu'on travaille, c'est des data centers quantiques, qu'ils soient les nôtres ou qu'ils soient ceux de partenaires, je n'ai pas d'avis là-dessus. Demain, la Cleveland Clinic a acheté son propre ordinateur quantique, il pourrait en avoir un autre, l'Institut Fraunhofer, l'Université de Tokyo, l'Université Icare Basque en Espagne. Donc, ils pourraient multiplier ces fermes de calcul quantique et donner du temps d'accès. C'est ce qui se passe, c'est ce que fait l'Institut Fraunhofer, c'est ce que fait la Cleveland Clinic à leurs chercheurs ou à des tiers, etc., etc. De la même manière, nous, on peut dédier un ordinateur quantique à un partenaire, mais généralement, il va acheter du temps partagé. Ouais. Donc, il va avoir un pourcentage d'une machine, de 2 machines, de 50 machines, si ça lui fait plaisir, etc., etc. Donc, il y a plusieurs modèles aussi de commercialisation qui se... Voire même, on a des partenaires qui vont revendre notre offre. T-Systems dernièrement en Allemagne, qui est un partenaire qui fait du conseil sur l'algorithmie, du cloud exactement, est en capacité de revendre nos accès et de revendre notre technologie. Alors lui, il ne fait pas de la revente sèche, son objectif c'est de le revendre dans une offre d'accompagnement de ses clients parce que la partie compliquée, elle est évidemment côté IBM sur la création du matériel, mais elle est aussi côté partenaire sur à quoi ça va me servir et comment je vais l'utiliser. Et là, il faut des experts métiers. Ouais. C'est pas notre rôle, c'est peut-être plus le rôle de T-Systems ou d'un Capgemini, d'un Deloitte, d'un Accenture ou d'un EY. Donc l'idée, c'est de construire un écosystème du quantique
Ouais. Pour vous, c'est en Europe en tout cas. Alors pour moi, c'est en Europe, mais c'est un écosystème mondial. Moi, je travaille pour l'Europe, mais je suis dédié à IBM Quantum au niveau de la corporation. Et quelque part, si demain je dois aller faire la même chose en Afrique du Sud ou au Kenya, je ferai la même chose en Afrique du Sud ou au Kenya. Si vous voulez, c'est mon terrain de jeu aujourd'hui, c'est l'Europe, mais ça ne se limite pas à l'Europe. L'enjeu, on a créé quelque chose seul, c'est ça que je veux dire. Ah non, pas du tout. On a une notion d'écosystème. On a monté un écosystème qui s'appelle l'IBM Quantum Network, dans lequel vous allez retrouver des industriels. Oui, j'ai cité le Crédit Mutuel, Daimler, Boeing, d'autres, Exxon, etc. Vous allez retrouver des startups. En France, Colibri TD, QCware, qui sont des gens qui vont développer des verticaux, qui vont développer des surcouches à des technologies quantiques, pas qu'à la nôtre, hein. Voilà, Colibri travaille avec certains de nos concurrents, c'est très bien pour eux. Ou des verticaux métiers, des ISV qui vont dire « Moi, je suis spécialiste du domaine du jumeau numérique ou de la banque ou de la simulation de molécules. Je vais embarquer dans mon code, dans mon offre de service, une part d'ordinateur quantique IBM. » Je ne le dirai peut-être pas, d'ailleurs. Mais ça améliorera ma solution finale. Et puis des universités, parce que malgré tout, on a un énorme besoin de compétences sur ce sujet-là. Pas forcément de compétences en physique quantique, mais beaucoup plus de compétences en informaticien, en capacité à faire de la compilation, en capacité à faire de l'intégration, en capacité à comprendre excusez-moi pour le jargon, le workflow, le processus complet métier, et à décomposer ce processus et à faire l'intégration avec l'ordinateur classique, l'ordinateur quantique, les cartes graphiques. Donc quand vous dites ça, ça veut dire que vous pensez qu'aujourd'hui on n'a pas suffisamment, on ne développe pas suffisamment de filières, de formation informatique. Alors moi je suis ravi de participer. Suffisamment de compétences, vous allez me dire. Non, on n'a jamais suffisamment de compétences, mais je suis sûr que si c'est bien de le rappeler. Vous avez demain quelqu'un qui vient vous parler de cyber, il vous dira qu'il n'y a pas assez de compétences dans la cyber en France ou en Europe. C'est vrai qu'on me le dit à chaque plateau. Qu'en ingénierie système, il n'y aura pas assez de compétences. Alors parlons de cybersécurité, justement, parce que le quantique, ça soulève quelques questions en matière de protection des systèmes informatiques. Comment est-ce que vous abordez cet enjeu de la cybersécurité ? C'est aussi une question qui me pose systématiquement tous mes partenaires. Notre mantra, entre guillemets, c'est faire un ordinateur quantique utile pour nos partenaires. Premier pan. Le deuxième, c'est garantir que cet ordinateur quantique, rendre le monde quantum safe, on dit. Sera résistant aux attaques, exactement. Ouais. L'idée, c'est, et là, on n'est pas sur un ordinateur quantique, on est sur un ordinateur classique, mais qui va exécuter des codes que les instituts de standardisation, que ce soit le BIS en Allemagne, l'ANSI en France, le NIST aux États-Unis, c'est le NIST qui a lancé le challenge, c'est un certain nombre de codes qui vont permettre de faire du chiffrement, qui vont chiffrer les données, protéger les données. Et ces codes-là, qui vont s'exécuter sur votre téléphone portable, sur des gros serveurs pour les banques ou pour les industriels, mais voilà, ces codes-là vont être résistants à une attaque faite par un ordinateur quantique. Parce que c'est une des promesses. Comment peut-on le savoir ? Mathématiquement. C'est la beauté de la mathématique. Alors, il y a des consortiums qui sont créés là-dessus. Donc, on est sûr aujourd'hui qu'on est résistant ? On est sûr, je me garderais bien de dire sûr. On a des outils aujourd'hui. Mais on a des outils pour le faire. On a 4 grands algorithmes qui ont été validés par le NIST dans un premier pan, qui ont été reconnus par la communauté internationale. IBM, on est très fiers de dire qu'on a co-participé à 3 de ces 4 algorithmes. On n'est pas les seuls à les avoir développés, et je pense qu'il est important. Il n'y a personne sur le marché qui peut se targuer de dire « je suis le seul à l'avoir fait ». Certains essayent. Ce n'est pas la bonne manière de communiquer. C'est un effort commun pour que, après, l'implémentation de chacun, elle se fera avec le savoir-faire d'IBM, le savoir-faire d'autres acteurs. Mais le développement, il a été fait en commun, et nous, on l'a fait par exemple pour la suite Cristal avec le NS Lyon, Coucou et Cocorico. Super, merci beaucoup Pierre Gégère. Merci Delphine. Pierre Gégère, donc responsable de ces partenariats stratégiques en Europe autour de l'informatique quantique. C'était votre grand entretien. Vous restez avec nous pour la suite. On va parler diversité et opportunités pour les startups dans le sport. Bienvenue de retour sur le plateau de Smartech, c'est votre quotidienne sur le numérique, l'innovation, les technologies. Et c'est notre moment de discussion autour de la diversité avec Diversidays et Anthony Babkin. Bonjour Anthony. Bonjour Delphine. Merci beaucoup d'être avec nous très régulièrement dans Smartech et puis surtout toujours très bien accompagné. Alors aujourd'hui, je vais présenter vos invités. Il s'agit d'Ibrahima Ndiaye, vous êtes le cofondateur de Mine pour Make Your
Name. Bonjour. Et bonjour. Et David Kayembe, vous êtes le cofondateur de Lifeness. Ouais. Bonjour Delphine. Bonjour, bienvenue à tous les deux. On va parler donc des opportunités qu'offrent ces Jeux Olympiques Paris 2024 qui se rapprochent à grande vitesse. Le sport, c'est phénoménal pour les startups. Ça va être une aubaine très importante. On est maintenant à presque J-365 des Jeux. Ouais. Donc l'économie est en train quand même de se mettre en mouvement autour de l'économie à impact, l'économie des Jeux. On a promis des jeux très inclusifs, on a promis des jeux qui seraient aussi orientés autour des territoires, les terres de jeu, dont les talents qui vont parler viennent aussi, d'Evry-Courcouronnes. Donc il y a un enjeu phénoménal. On parle d'un marché quand même du sport au niveau mondial de 800 milliards de dollars, et en France c'est presque 3% du PIB. Ça va ne faire qu'augmenter dans les prochains mois, et donc il y a une accélération. Il y a de la place pour les startups là sur, Alors oui, il y a une place, mais c'est toujours la même chose, c'est de se dire un peu de cette manne. C'est ça. Alors il faut être ambitieux. Ce qui est bien, c'est que les gens qu'on accompagne le sont naturellement. Mais ensuite, c'est dire comment on crée un espace suffisamment important, comment on crée des ponts avec des acteurs économiques, des acteurs sociaux, des acteurs de la tech, des acteurs de l'accélération, etc., qui vont permettre à ces boîtes-là de prendre leur place dans ce temps fort économique pour la France. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais on a quand même le grand plaisir d'avoir Pierre Gégère qui est resté avec nous, dont c'était la grande interview. On a parlé ensemble d'informatique quantique. Vous êtes le leader quantique pour l'Europe chez IBM France. Vous faites partie de ces grandes entreprises aussi qui ont des responsabilités, des enjeux importants en matière de diversité. Est-ce que sur les Jeux Paris 2024, il y a vraiment des engagements très concrets, Anthony? Je pense que les entreprises, de manière générale, vont participer à faire quelque part leur part sur les enjeux de diversité et inclusion. Nous, on a des entreprises comme Google, comme AXA, comme EDF qui cofinancent nos programmes. Les Jeux aussi, Impact 2024, on est labellisé Impact 2024. Donc voilà, chacun fait un peu sa part. Diversity Days est labellisé. C'est ça, Diversity Days, l'association Diversity Days est labellisée Paris Impact 2024. Ouais. Donc oui, je pense que chaque boîte fait sa part. Alors, ensuite, il y aura une frustration, c'est qu'on connaît tous Paris, on sait à quel point l'accessibilité c'est un vrai sujet et qu'on ne va pas le résoudre dans un claquement de doigts, donc il y aura des frustrations, c'est évident. En revanche, il y a des acteurs qui innovent, il y a des acteurs qui peuvent être émergents. Je pense à par exemple Ball & Connect qui n'est pas sur le plateau aujourd'hui, mais pareil, qui rendent le basket accessible à tous, qu'on a accompagné. Je pense à Terra Grand Paris, un des talents qu'on a accompagné dans le 93. Lui, c'est la mobilité électrique, comment il met à disposition des scooters. Voilà, il y a plein de startups qui naissent. On a reçu Kunto aussi. Kunto, excellent aussi, qu'on crée donc une application pour rendre le sport beaucoup plus accessible aux personnes en situation de handicap ou en situation d'obésité, etc. On a plein d'acteurs qui se créent un peu partout en France. Maintenant, il faut faciliter le fait qu'ils lèvent des fonds, qu'ils accèdent à des lieux d'incubation dans lesquels ils peuvent performer, dans lesquels ils peuvent progresser. Et ensuite, évidemment, il y a toujours ce sujet du réseau. C'est-à-dire comment je fais en sorte que des grandes marques, des grands groupes comme IBM ou d'autres puissent rencontrer ces talents et font en sorte qu'il y ait des collaborations réussies. Pierre Gégère a tenu à rester jusqu'au bout de l'émission, justement parce qu'il s'intéresse aux startups, au sujet de la diversité. Donc on crée du réseau aussi. Magnifique. Là, dans Smartech. Je sens qu'il y a des partenariats qui vont se créer. C'est incroyable. Allez savoir, Ibrahima Ndiaye, donc cofondateur de Make Your Name, Mine, donc réseau social que vous lancez autour du sport. Expliquez-nous quelle est l'idée qui a émergé au départ de la création de cette start-up. Alors qu'avec mes deux cofondateurs, donc Ibrahima Sernia, qui est mon cousin, qui a le même prénom que moi, et Marvin Bella, qui est mon meilleur ami, on a eu l'idée en fait de mettre en place une plateforme qui permettrait en fait justement aux acteurs du sport de se mettre en lumière. On a fait un constat en fait, c'est que ces acteurs-là en fait, s'ils n'avaient pas le réseau dédié pour certains pour justement faire carrière dans le sport, malheureusement, malgré le talent qu'ils avaient, ils ne pourraient pas émerger dans le sport. Donc on a eu l'idée du coup de créer le réseau social du sport, le LinkedIn du sport, qui permettrait justement aux athlètes... Un peu comme ce qu'on a vu émerger dans la musique à un moment, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc le but, ce serait que les athlètes, coachs et entraîneurs puissent se créer un profil pour y mettre du contenu et puissent se promouvoir par le biais des fans et avoir des opportunités par le biais des clubs, agents et recruteurs. Et alors comment vous faites pour aller les chercher, ces professionnels du sport, pour leur faire connaître la possibilité de se créer un réseau? Justement, pour le coup, Diversité, par exemple, est un bon exemple. Ça nous permet justement de se créer un premier réseau. On va aussi sur le terrain, donc on va à la rencontre justement de ces acteurs du sport. Et le but, c'est de faire émerger le projet pour que ça puisse prendre son envol et qu'on puisse vraiment... parce que toute la difficulté du réseau social, c'est qu'il faut qu'il y ait du monde dessus. Donc, exactement. Il faut avoir les premiers inscrits. Exactement, c'est ça. Et là, vous en êtes où alors? Alors là, aujourd'hui, on est en train de finaliser la version bêta d'application qui va sortir au mois de juin. Okay. On a pour objectif de sortir l'application au mois de septembre 2023.
Donc, D'accord. ils sont prêts là. Parce que voilà, là, l'objectif, c'est Paris 2024. Exactement. Déjà, on est très fiers et très heureux justement d'accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques en France. Et notre objectif, effectivement, c'est d'utiliser cet engouement qu'il va y avoir en France pour justement mettre en place notre projet qui est en adéquation avec les valeurs en fait que représentent les JO aujourd'hui. Donc pour nous, c'est quelque chose de très important. Alors, à côté de vous, David Kayembe, cofondateur de Lifeness. Vous aidez. Alors, vous allez me dire quelles sont vos cibles précisément. Enfin, en gros, vous proposez un service de coaching sportif, avec suivi aussi nutritionnel. Exactement. Très important pour tous les professionnels du sport, justement. Exactement. C'est votre cible principale ? Notre cible principale en ce moment, c'est vraiment un accompagnement inclusif, c'est-à-dire c'est dédié à tout le monde. Justement, le but, c'est de rendre le sport accessible à tout le monde. Donc aujourd'hui, on a quand même une cible aussi, les jeunes mamans. C'est eux qui ont plus de contraintes lorsqu'ils ont un peu de temps. Ils le consacrent aux enfants. Nous, on veut rendre... En général, pendant 10 ans, on ne fait plus de sport. Hein. Exactement. Ouais, donc, nous, on veut rendre justement, leur permettre d'avoir une activité physique adaptée selon leurs contraintes. Et les personnes aussi à mobilité réduite et les personnes obèses qui sont aussi de contraintes de déplacement. Nous, on veut rendre justement, leur rendre cette capacité de faire du sport, même en étant chez eux, parce qu'aujourd'hui, on organise des séances en physique et en distanciel. Donc, il y a aussi le suivi nutritif, parce que pour atteindre des objectifs physiques, il y a 80% de nutrition qui entre comment manger et 20% de sport. Et nous, moi, je croyais que si on faisait du sport, on pouvait manger ce qu'on voulait. En fait, le but, c'est de bien manger sans s'en priver. Oui. C'est-à-dire parce que c'est privé ça rend un peu la frustration et ça bloque dans le mental. Nous, notre philosophie, c'est vraiment bien manger sans se priver tout en faisant du sport. Parce qu'on a juste besoin au moins de 15 minutes de sport chaque jour hebdomadaire pour augmenter l'espérance de vie de 2 ans déjà. Chaque jour ou hebdomadaire ? Chaque jour. Ah oui, bon, c'est plus difficile déjà. Et est-ce que vous pensez aussi aux dirigeants, aux personnes qui ont des grandes responsabilités, aux dirigeantes qui n'ont pas forcément le temps non plus ? Exactement. En fait, aujourd'hui, on a 2 offres. On a une offre B2B aussi. La philosophie, c'est de réduire, c'est-à-dire combattre les effets néfastes de la sédentarité au niveau professionnel. Oui. Parce qu'aujourd'hui, après aussi, le Covid... Quand on travaille dans l'informatique quantique, on ne bouge pas beaucoup, j'imagine. Quand on travaille dans l'informatique, c'est un vrai challenge. Alors, comment vous faites ? Dans les entreprises, on organise des séances de sport collectif pour justement ramener le sport même au milieu professionnel et lutter contre les effets néfastes de la sédentarité, qui est aujourd'hui un grand facteur qui développe les maladies chroniques aujourd'hui. Et même après le Covid, on sait tous qu'il y a un monde de travail qui s'est installé, le télétravail. Et donc, cela favorise encore la sédentarité. Et nous, on veut justement ramener le sport, rendre accessible. Puis ça crée la cohésion d'équipe aussi en interne dans les entreprises, de pratiquer du sport ensemble. Exactement. Il y avait quelque chose de très puissant dans le pitch de David qui a pitché du coup sur la scène du théâtre de l'Agora à Évry-Courcouronnes jeudi dernier. Il nous a interpellés sur 15 minutes. Il dit: qu'est-ce que vous faites en 15 minutes ? Vous allez à la pharmacie, à la boulangerie, mais finalement en 15 minutes vous pourriez faire une petite activité sportive qui permet du coup peut-être de vous faire gagner 15 ans de vie. Ouais. Donc bref, je ne suis pas un bon exemple, mais maintenant que je connais David... ça y est, donc convaincu pour... presque, mais Delphine, on va le faire ensemble. Oui, c'est mieux à 2, on se soutient. C'est mieux. Tout à fait. Donc, tu évoquais le pitch. Oui. Ils font partie du leadership programme, tous les deux start-upers avec nous. Non, c'était génial. C'est eux qui en parleront mieux que moi, mais il y avait 19 talents qui étaient accompagnés pendant 120 heures de programme. C'est très intense. Mais c'est eux, je ne sais pas les gars, qu'est-ce que vous en regardez ? Pour ma part... D'abord, ça a duré combien de temps pour vous, cette expérience-là, le leadership programme ? Ça a duré un peu moins de 2 mois, donc 120 heures de coaching qui a été mise en place. On a eu pas mal d'intervenants. Ça passe très vite, c'est très intense, mais très qualitatif, et on a eu beaucoup de retours, et ça nous a permis vraiment d'améliorer notre projet, pour certains de le changer, de le modifier, de prendre une autre trajectoire, et c'est vraiment été très très intéressant, et je le conseille vraiment à tout le monde. Concrètement, qu'est-ce que vous avez changé alors ? Pour notre part, justement, par exemple, le business model, par exemple, nous, aujourd'hui, on était parti sur un modèle, on va dire, payant, et aujourd'hui, on est sur un modèle plutôt freemium, donc un accès gratuit avec une possibilité de s'inscrire via un compte premium, donc voilà, un peu comme sur LinkedIn. Donc, justement, ces cours-là ont permis, justement, d'affiner, en fait, cette offre
auprès auprès des utilisateurs. Et pour vous, ça a déclenché aussi des prises de conscience, peut-être pas côté business model ou peut-être côté des cibles justement que vous adressez? Exactement, en fait, déjà quand je suis entré dans le programme, j'avais le nom de DigiFitness. Oui. Et il y a des intervenants qui disent, en fait, le message que tu veux vraiment passer, le DigiFitness ne passe pas. En fait, ça nous a permis d'étoffer, de voir vraiment que en fait, le nom Lifeness permet vraiment, juste en amont, permet d'avoir déjà, de comprendre notre business model déjà directement. Et ça nous a permis aussi, parce qu'on voulait rendre vraiment le sport accessible. Et pour les jours, on organise des séances des séances de sport collectif en plein air pour rendre vraiment le sport accessible à tout le monde. Et on va organiser la première séance à Ivry-Courcouronnes le 20 mai. On en a parlé avec le maire. Donc c'est quelque chose qui, grâce au programme, ça nous a permis... Donc vous vous accrochez aussi au programme Paris 2024. Exactement. Qu'est-ce que vous en attendez? Alors, ce que j'entends de Paris 2024, justement, c'est justement de rentrer dans le wagon, on va dire, justement, des Jeux Olympiques. Ouais. Je sais qu'il y aura un avant et un après Jeux Olympiques. Je sais que le fait d'avoir un événement sportif, ça ramène beaucoup plus de personnes à faire du sport, à pratiquer du sport. Et je sais que le numérique aussi a une place très importante auprès des jeunes. Et donc, le lier, justement, l'activité sportive avec le numérique, je pense que ça sera une bonne adéquation et sera en bon rapport avec notre projet Make Your Name. Et du côté de Diversides, qu'est-ce que vous attendez de ces Jeux 2024 à Paris? Plein de choses. Nous, on va avoir une promo qu'on va lancer spécialement sur ces sujets, donc d'avoir d'autres David, d'autres Ibrahima qui ont des projets, qui portent des projets à impact sur ces sujets. Nous, je considère que la question de l'impact, c'est la question de l'héritage aussi de ce que Paris 2024 va laisser à la France. C'est-à-dire concrètement, après ces Jeux, qu'est-ce qui restera Parce que le problème, c'est que c'est souvent des mots, des intentions. Mais... Oui, après, il y a quand même quelques infrastructures, mais en fait, c'est l'impact sur des projets comme cela. Moi, mon rêve, c'est de voir d'autres projets comme les garçons, comme ceux que portent les garçons, voir progresser, voir prendre leur place et finalement être pérennes grâce aux Jeux. C'est-à-dire, les Jeux, c'est l'impulsion. Et l'après, c'est leur capacité à fidéliser leurs clients. Mais comment l'organisation, le comité même olympique peut intervenir là-dessus? Aujourd'hui, il y a un financement quand même de plusieurs millions d'euros, qui est, on va dire, qui est un peu saupoudré sur pas mal de structures associatives, beaucoup en lien évidemment avec le sport. S'il n'y a pas de sport, il n'y a pas de financement. Mais globalement, nous, ce sera sport, tech, sport, impact, et donc avec une promo de talents qui seront accompagnés. Et on n'est pas les seuls, il y a quand même pas mal de structures qui sont épaulées. Donc c'est un fonds de dotation qui a été créé tout simplement par Paris 2024. Il sera débloqué quand alors ce fonds? Alors nous, on aura une réponse en juin, donc je pourrais venir en parler potentiellement à ce moment-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie attente et je pense qu'il y a notre part aussi à jouer, j'entends par là, c'est-à-dire aider tous ces talents à faire en sorte que économiquement, ils puissent aussi tirer profit de cette manne. On parle de plusieurs, je crois que les Jeux, c'est entre 5 et 10 milliards d'euros de flux financiers, de marge, donc il faut y aller et en fait, il faut ouvrir les portes. Donc notre capacité aussi, nous, à mettre en réseau, à mettre en contact par rapport aux acteurs des Jeux, c'est super important. Pierre Gégère, une question peut-être pour nos jeunes start-upers? Déjà, moi, je suis ravi. Je suis complètement d'accord avec la partie sédentarité. C'est un vrai enjeu, c'est un enjeu de société, quel que soit notre métier. Je ne sais pas, et vous, votre réseau, comment vous le cultivez? J'entends que vous le cultivez par Diversides. Comment est-ce que des entreprises comme les miennes ou d'autres, on pourrait vous aider à avoir plus de réseaux? C'est quoi, on se retrouve sur LinkedIn demain, c'est ça? C'est ça, par exemple, on peut se retrouver sur LinkedIn, donc soit en tapant... Ou sur Make Your Name demain. Sur Make Your Name, exactement. Exactement, c'est ça. C'est avec Moi, je suis plaisir. pas sportif, alors voilà. Avec plaisir, mais vous aimez le sport. Ouais, j'adore. Donc forcément, vous allez soutenir un sportif demain sur Make Your Name pour qu'il puisse émerger. En tout cas, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn, donc en tapant Make Your Name, ou sur Instagram si vous avez Instagram, en tapant Make Your Name-du-bas app, et vous nous retrouverez dans nos quotidiens. Parfait. Pour ça, échanger. je fais, c'est sûr. Et pour moi, on a un compte Instagram aussi, lifeness.fr, lifeness.fr. Et sur LinkedIn, c'est lifeness.fr. Voilà, et pourquoi pas une première séance de sport chez vous, vu que vous ne faites pas de sport. Suffisamment, mais pas assez. Au grand désespoir. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Ibrahima Ndiaye de Mine, David Kayembe de Lifeness et Anthony Babkin de Diversides et Pierre Gégère d'IBM France. C'est la dernière séquence pour Smart Tech. On va regarder où va le web.
Eva va nous parler aujourd'hui de cette consultation publique lancée par le gouvernement d'Emmanuel Macron autour des univers immersifs. Le métavers, discutons-en, c'est bel et bien l'ambition du gouvernement d'Emmanuel Macron d'en débattre. Il lance une consultation publique sur les univers immersifs virtuels. Citoyens, entreprises, acteurs du métavers, tout le monde est invité à donner son avis, alors que les géants du web américain semblent faire marche arrière sur leurs ambitions métaversiques. La France, elle, a bien l'intention de s'imposer comme une grande puissance technologique et offrir justement une alternative à ces colosses internationaux. Prévoyez-vous de passer du temps dans ces univers virtuels? Quels usages du métavers l'État français devrait soutenir davantage? Ou encore, quels sont les points de vigilance le concernant? Voici quelques exemples de questions qui vous sont posées. Ça ne vous prendra que quelques minutes, mais pour le gouvernement, l'enjeu, lui, est de taille. Ces réponses vont lui servir à alimenter ses travaux et surtout élaborer une stratégie économique autour du métavers. La France n'est d'ailleurs pas la seule à vouloir interroger ses citoyens sur ce sujet. L'Union européenne vient elle aussi de lancer sa propre consultation. Vous pouvez d'ailleurs, si vous le souhaitez, répondre aux 2 questionnaires. En France, en tout cas, c'est le ministre délégué à la transition numérique, Jean-Noël Barrot, qui a donné le coup d'envoi. Et vous avez jusqu'au 2 mai pour vous prononcer. On l'a francisé. Anthony, un mot sur les métavers, Oui, cette consultation? Oui, je pense qu'il y a un enjeu énorme sur les questions d'inclusion aussi qui est peu abordé aujourd'hui. En particulier, je pense aux zones rurales. Si je n'abordais que ce sujet-là en termes de territoire, comment on fait lorsqu'on n'a pas une bonne connexion, un bon accès à Internet? Comment on fait lorsqu'on n'a pas d'équipement de dernière génération? Donc ça questionne sur ces sujets d'accessibilité, d'inclusion en lien avec Comment les pas nouvelles technologies. aggraver cette fracture numérique? Exactement. Merci beaucoup. Merci encore Pierre Gégère d'avoir joué le jeu de la grande interview avec nous, leader quantique IBM France. Merci Anthony Babkin, cofondateur délégué général de Diversity Days. Ibrahima Ndiaye, cofondateur de Mine, Make Your Name. Et David Kayembe, cofondateur de Liveness. Merci à vous de nous suivre tous les jours dans Smart Tech. On se retrouve dès demain sur Bismart, en replay et en podcast.